RCN. Le son de la différence. Alors peut-être La Britannique est en train de craquer, pas Christophe Dominici a pris le ballon. Il l'a passé. C'est français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous sport. La Maison des Sports vous supporte pour une nouvelle année en 2022. C'est la première fois qu'on se retrouve. Donc d'abord, on va pas oublier les bonnes manières. Je vous souhaite une excellente année. Je te souhaite une excellente année, Daniel. Qu'on retrouve une nouvelle fois dans l'année de 2022 et qu'on retrouvera toute l'année. Comment ça va, Daniel? Ça va très bien. Et moi aussi ça va. Je suis super content de te retrouver. Et du coup, on va directement commencer. On va pas tergiverser. On garde les bonnes manières qu'on avait en 2021. On va commencer par faire l'actualité de nos clubs partenaires et on va commencer par le Racing Club de Champignelles en football. Pas vraiment beaucoup d'actualité parce qu'on n'a pas eu de match de championnat, on n'a pas eu de match de coupe non plus vu qu'ils avaient perdu en Coupe de France. On a eu en revanche des matchs amicaux. Victoire contre Blainville 2-0. On a eu une défaite également, la première défaite de la saison en dehors de la Coupe de France pour Champignelles contre l'US Étain-Buzy 3-1. Le prochain match amical sera contre Pulnoy la semaine prochaine. Ils joueront également contre Forbach et contre Épinal durant le mois de janvier, avant la reprise du championnat le 5 février contre Tréméry. Champignelles est pour le moment 3e avec un match en moins sur le championnat. Un match en retard et toujours invaincu. Donc on pense que ils vont regagner leur première place lorsqu'ils vont affronter Tréméry en février. On espère que Champignelles va poursuivre sur sa lancée parce qu'ils ont fait une excellente première partie de saison et que tous les espoirs sont permis. Je suis assez d'accord. On va enchaîner du coup avec le Niac de waterpolo le club de waterpolo du Niac, le Grand Nancy Aquatic Club, qui a joué du coup contre Bordeaux le 18 décembre dernier. On en avait parlé, une victoire et on aura un match très important à venir la semaine prochaine contre Lille pour rester au contact du podium, puis à domicile contre Nice le 5 février. Donc ce sera deux matchs capitaux contre deux gros clubs de waterpolo. Ça risque d'être compliqué, mais je pense que le Niac peut répondre présent, d'autant plus que sur les dernières rencontres ils ont commencé à construire une alchimie et des repères qui peuvent se poursuivre par la suite. Donc on suivra ça de près. Ce qui est à noter aussi, également, c'est que la piscine de Gentilly est fermée jusqu'à nouvel ordre pour des raisons de sécurité. Ça a rien à voir avec le Covid, ça a rien à voir avec la saison en cours. C'est simplement pour des raisons de structure. Il a été affirmé que les piliers ont des problèmes de stabilité et donc c'était assez dangereux en tout cas de laisser la piscine de Gentilly ouverte. Donc elle a été fermée. Je ne sais pas quelles seront les conséquences pour les matchs à domicile du Niac. On aura la semaine prochaine un joueur ou un représentant du club pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe et comment ça va se passer. Et bien évidemment, on en parlera avec eux. On va enchaîner avec le handball et le SLUC qui a un match à domicile samedi à Villemomble. Alors la semaine dernière ils ont joué contre Bar-le-Duc, une défaite malheureusement. Donc le SLUC qui commence l'année comme ils l'ont terminé avec des défaites et sous le signe de la défaite malheureusement. 10e place pour le SLUC de Nancy au classement, 3 victoires pour 8 défaites. Alors l'objectif bien évidemment de cette deuxième partie de saison, c'est d'inverser la tendance, d'essayer de gagner, d'empiler un peu de confiance, d'essayer de gratter un peu des places au classement pour ne pas descendre, parce qu'on le rappelle, on avait eu Mélanie Sand en début de saison qui nous disait que l'objectif c'était le top du classement. Est-ce que tu crois un peu en les chances du SLUC? Je pense que ce sera difficile. Bon, là, ils vont avoir deux internationales, une algérienne, une tunisienne, qui vont arriver à la fin de ce mois. Mm-hmm. Donc, ça va, à mon avis, regonfler l'équipe, améliorer l'équipe. Le trou n'est pas fait. Il y a très peu de retard sur les équipes qui les précèdent. Donc, c'est encore possible. C'est encore possible, mais il faudrait pas qu'ils grillent les jokers en perdant contre des équipes qui normalement sont à leur portée, quoi. Exactement. En Bar-le-Duc en est la parfaite illustration. Bar-le-Duc est une place derrière eux, c'est une équipe à leur portée. J'estime qu'ils doivent remporter ce genre de match. Normalement, oui. Pour justement gratter un peu de confiance et monter au classement, parce que si ils ne gagnent pas déjà contre les équipes plus fortes qu'elles, il faut vraiment remporter ces matchs où les équipes sont inférieures au moins à leur portée. Tout à fait. On suivra ça de près en tout cas pour le SLUC Nancy handball féminin. On va parler du SLUC désormais, mais en basket et en masculin, qui sont 3e de Pro B. Alors c'est un petit peu en dents de scie en ce moment. Oui. On a eu une défaite à Rouen
Rouen d'1 point. La semaine d'avant, on avait une victoire à Blois de 26 points. Et la semaine d'avant, on a eu une défaite contre Chalon d'1 point. Ouais. Donc c'est un petit peu les montagnes russes. Néanmoins, le SLUC est toujours dans les matchs. Sylvain Lautier continue d'avoir une équipe très défensive qui se bat et qui joue les premières places du classement. 9 victoires pour 5 défaites. Il y a Chalon et Saint-Chamond qui sont devant eux au classement. Moi, j'ai envie de dire que tous les espoirs sont permis dans cette deuxième partie de saison, avec un groupe toujours de jeunes qui s'appuie sur l'intérieur Gombo, sur le meneur Keita et l'américain Walker. Je pense qu'avec ce trio, le SLUC a une équipe capable de tutoyer les sommets et pourquoi pas monter en Betclic Elite, c'est évidemment ce qu'on espère. On va enchaîner du coup avec le club de rugby de Villers-lès-Nancy qui sont toujours premiers du championnat à égalité avec Thionville. Leur prochain match, leur dernier match c'était contre Champagne-Saint-André et on aura également le match contre Thionville le 30 janvier, donc un rendez-vous en face à face qui sera super important pour déterminer la tête du classement. Là aussi tous les espoirs sont permis. On avait Laurent Pasquier qui nous disait c'est important de faire les choses étape par étape, de ne pas griller justement des jokers, de ne pas être trop confiant, de ne pas être trop serein. Ils ont réalisé une excellente première partie de saison sous ce prisme-là. J'espère que ça va se continuer et honnêtement tous les feux sont au vert puisque ils ont pas de blessures, ils ont pas de mouvements majeurs et ils sont toujours très ambitieux. Donc on devrait les retrouver encore une fois au rendez-vous en deuxième partie de saison. Parlons désormais de l'ASNL. Et je sais que tu auras des choses à dire. La SNL qui a changé de coach, Benoît Pedretti qui n'a pas été démis de ses fonctions mais qui a démissionné, tout simplement en expliquant que il ne se sentait pas capable de remplir le challenge qui lui avait été confié, à savoir éviter la relégation et faire fière allure tout simplement en Coupe de France et en championnat. Il a préféré laisser la place à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est judicieux parce que Benoît Pedretti est un grand homme du football français et que il n'a rien à gagner à être dans une équipe aussi catastrophique et au final à ternir son image. Albert Cartier l'a remplacé. Donc Albert Cartier a été élu meilleur entraîneur de Ligue 2 en 2014. Il a été entraîneur de Metz de 2000 à 2001 et de 2012 à 2015. Entraîneur de Sochaux, il est passé par la Belgique, par la Grèce également. Depuis qu'il est là, on a gagné contre Rennes en Coupe de France. Donc petit exploit qui est tout de même notable. Rennes, une équipe de Ligue 1 qui est normalement beaucoup plus forte que nous. On a gagné au tir au but, donc on accède au quart de finale de Coupe de France. On jouera contre Amiens qui est 18e de Ligue 2. Donc plutôt dans notre standard au niveau des places du classement. Est-ce que tu penses qu'on a des chances en Coupe de France ? En Coupe de France contre Amiens, si on regarde au niveau des équipes, on a toutes nos chances. C'est-à-dire qu'Amiens est devant nous au classement, ils sont en Ligue 2 aussi, mais ils n'ont pas un parcours très, très brillant. Donc on a toutes nos chances et je suis pas sûr qu'ils favorisent la Coupe, contrairement à nous. C'est en 8e de finale. Oui, c'est un 8e de finale. Je me suis trompé, c'est pas un quart. Donc, justement pour rejoindre l'écart. C'est jouable, mais il faudrait pas trop qu'on se disperse. Ouais. Parce qu'on a un calendrier assez compliqué, un effectif relativement limité. En plus, on a des suspendus, on a des blessés, on a tout ça. Donc c'est vrai qu'il faudrait, à mon avis, pas trop qu'on se disperse. Et il faudrait que les 2 recrues qui doivent arriver ne tardent pas non plus, quoi. Alors on a eu une défaite assez catastrophique 4-0 contre Toulouse, il me semble, au dernier match. Encore une fois, tu parles de suspension. On a encore une fois eu un carton rouge. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'effectif de Nancy pour se prendre. On dirait qu'il y a une compétition du record de carton rouge par année. À chaque match, on a un exclu. Donc c'est difficile de jouer des matchs à partir du moment où on joue à 10 parce qu'on joue ça se trouve les entraînements se font à 10 à Nancy tellement ils ont l'habitude d'avoir des joueurs qui sont exclus en cours de match. Alors en Coupe de France tout de même on a l'occasion de rejoindre les quarts de finale, ce qui est tout de même assez inespéré. On a gagné contre Rennes au tir au but, c'était donc je pense que c'est un maigre soulagement, mais au moins on peut être fier de ce parcours en Coupe de France et j'espère qu'on pourra bâtir quelque chose à partir de ça. Et que Albert Cartier également trouvera des solutions pour entamer la reconstruction. Alors, on a bien parlé de tous nos clubs partenaires et des clubs locaux de la région. On se retrouvera juste après pour parler de tennis, de l'Open d'Australie et du scandale Novak Djokovic. C'était Let It Go de Wiz Khalifa et Akon sur RCN. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté.
Et après avoir parlé des clubs locaux et de l'ASNL notamment, et de Albert Cartier, nouveau coach d'ailleurs, en off on disait c'est bien d'avoir Albert Cartier au coaching parce que il est plus expérimenté, plus rigoureux. J'espère que l'ASNL pourra compter justement et s'appuyer sur ce coach expérimenté, sur l'expérience et de ce coach qui entraîne tout de même depuis 2000 donc et qu'on pourra s'appuyer là-dessus. On va parler de tennis désormais et de l'Open d'Australie. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler réellement de balles jaunes, du terrain et des résultats de l'Open d'Australie, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur le cas Novak Djokovic, qu'on fasse un petit parallèle avec Kyrie Irving en NBA et qu'on se pose des questions sur le Covid et le vaccin dans le sport. Alors avant de te poser la question, Daniel, je vais rappeler un petit peu les deux cas. Pour Novak Djokovic, joueur serbe qui n'est pas qualifié, qui n'est pas vacciné, légende du tennis, j'ai pas besoin de le présenter. Il a gagné 9 fois l'Open d'Australie, donc bien évidemment c'est une star qui est très attendue lorsque l'Open d'Australie arrive. Au départ, on pensait qu'il allait avoir des conditions qui seront adaptées pour Novak Djokovic, et d'ailleurs dans l'Open d'Australie, mais aussi à Roland-Garros, on imaginait que les fédérations françaises, la fédération australienne de tennis allaient s'adapter pour accueillir des stars telles que Novak Djokovic. Au final, que nenni. L'Open d'Australie a exclu l'Australie a exclu Novak Djokovic du pays. Et il ne jouera pas la compétition, donc pas de dixième titre pour le Serbe. En NBA, j'aimerais faire le parallèle parce que c'est un petit peu la même chose. On a un Kyrie Irving qui refuse de se vacciner pour ses convictions religieuses, qui explique que il ne le fera pas. Pourtant, dans l'État de New York, c'est obligatoire d'être vacciné si on veut disputer quelconque rencontre. Et donc, on a une équipe de Brooklyn qui est dispensée d'une des plus grosses superstars de la NBA actuelle, alors qu'elle touche 35 millions d'euros la saison. Et qui ne peut jouer aucun match. Et du coup Brooklyn là, ils ont vu qu'ils peuvent pas se passer de Kyrie Irving pendant toute la saison, ils ont fait un petit peu marche arrière. Ils lui ont dit bon Kyrie, d'accord, tu ne peux pas jouer dans l'État de New York, mais tu vas pouvoir jouer tous les matchs à l'extérieur. Donc il peut aller jouer à Indiana, il peut aller jouer à Cleveland, il peut aller jouer à Philadelphie, etc. Donc d'un côté on a une situation en basket où le club s'adapte et fait jouer à sa star un match sur deux. De l'autre, on a une situation en tennis où la fédération ne s'adapte pas du tout et exclut la star et on ne l'a pas. Alors la question, c'est bien sûr, on va pas dire est-ce qu'il faut se vacciner, est-ce qu'il faut pas se vacciner. C'est libre à chacun. S'il y a des joueurs qui veulent le faire, d'autres joueurs qui veulent pas le faire, libre à eux. Néanmoins, j'ai envie de dire, est-ce que nous, en tant que fans, on n'a pas envie de voir Novak Djokovic à l'Open d'Australie, on n'a pas envie de voir Kyrie Irving en NBA, si, parce que c'est des stars et lorsqu'on ne les voit pas, on en est forcément triste, je pense. Mais en plus de l'autre côté, est-ce que ces professionnels qui touchent plus de 30 millions la saison, justement pour faire des prestations sportives de haut niveau, n'ont pas entre guillemets un petit engagement à accomplir en venant sur le terrain et en jouant? Parce qu'en refusant de jouer juste pour ne pas se vacciner, est-ce qu'ils ne sont pas en train de commettre une faute professionnelle ou selon toi? Or le problème, Djokovic, c'est vrai qu'en Australie, les règlements sont très stricts, étaient très stricts sur la vaccination et sur le Covid, parce que ils avaient fermé les frontières il y a longtemps déjà. Moi là-dessus, il fait ce qu'il veut. Bon, alors paraît-il qu'il supporte pas les vaccins, je crois, d'après ce qu'il disait, je sais pas. Y a pas vraiment, c'est pas comme Kyrie Irving où il y a vraiment une conviction religieuse avérée et du coup un refus net. On n'a pas vraiment de raison de pourquoi du comment. Je pense que c'est un choix personnel. Voilà. Alors Djokovic ne joue pas et ne jouera pas à Roland-Garros non plus, je crois. D'après la ministre des Sports. Dans la foulée, du coup, on a eu un petit peu une bronca par rapport au fait que Djokovic était exclu de l'Open d'Australie. On s'est tous demandé est-ce qu'il fera Roland-Garros. Alors il y a eu plusieurs bruits qui ont été dits. Certains ont dit que oui, on va s'adapter parce qu'il y aura une bulle sanitaire autour de Roland-Garros avec le toit. Désormais, c'est possible. Et puis au final, on a eu la confirmation qu'il y aura un pass vaccinal. Et qu'aucun sportif étranger ne sera accepté et ne pourra jouer s'il n'a pas de vaccin. Il n'a pas vacciné. Bon, je dirais là-dessus, moi j'ai pas d'avis, c'est les États qui se prononcent là-dessus. C'est comme ça. C'est vrai que c'est un peu dommage de rater une saison, probablement une fin de carrière, pour des problèmes sanitaires. Je comprends pas. Moi, je veux dire qu'un sportif de très haut niveau réagisse comme ça. Le cas du basketteur, c'est un peu différent, c'est pour des raisons religieuses.
Et puis les États-Unis c'est un peu différent. Les règles là-haut, c'est en fonction des États. C'est exactement ça. Ouais. Du coup, à New York, il peut pas jouer, mais à Indiana ou Cleveland, il peut jouer. Oui, donc. Mais je dirais que c'est dommage pour le spectacle, parce que Roland Garros sans Djokovic, c'est pas pareil, quoi, je veux dire. Hein. Pour le peu qu'il y ait encore un qui soit blessé, un joueur de très haut niveau qui soit blessé, ça va être un Roland Garros. Comment dirais-je, au rabais. Ouais, exactement. Et ça, c'est un peu gênant, quoi, je veux dire. Moi, je suis d'accord avec toi. Le spectacle empathie, je ne pense pas qu'il faille les obliger à se vacciner. Encore une fois, c'est un choix et on n'est personne pour dire oui, il faudrait se vacciner. Tu dois te vacciner. Néanmoins, moi, j'ai le sentiment que lorsqu'on est des stars pareilles, qu'on touche autant des sommes aussi énormes et j'estime qu'on a un devoir à rendre. Et quand on est Kyrie Irving, qu'on joue dans une équipe, dans un collectif qui vise le titre, lorsque lui décide de ne pas jouer parce que pour ses convictions religieuses, il pénalise son équipe. Il pénalise les spectateurs qui payent pour le voir. Il pénalise tout le business de la NBA qui du coup pâtit forcément de l'absence de Kyrie Irving uniquement pour ses convictions personnelles. Novak Djokovic, c'est la même chose. Le spectacle en pâtit. Les adversaires sont forcément contents, mais j'estime que on a des compétitions au rabais, comme tu viens de le dire, et c'est pas le top. Alors la solution, c'est pas de les forcer à se vacciner, mais moi j'estime que ils ont un devoir personnel, des obligations, et que agir de cette manière n'est éthiquement pas la meilleure des manières lorsqu'on est un sportif de haut niveau comme Kyrie Irving ou Novak Djokovic. Oui, c'est-à-dire que quand un sportif de haut niveau doit être un modèle, quoi, je veux dire, un exemple, quoi, je veux dire, et à mon sens, on doit se faire vacciner. Je veux dire, c'est pas un drame alors qu'il soit lui à titre personnel contre les vaccins, bon, c'est son choix, mais je veux dire. Il pénalise lui déjà, il se pénalise, mais il pénalise également autre chose. Ouais, je veux exactement. Dire, son pays, son équipe pour le basketteur. Exactement. D'autant plus qu'on les spectateurs. Exactement. D'autant plus qu'on parle de joueurs Kyrie Irving qui a 29 ans, Novak Djokovic qui en a 32 ou 33, il me semble. On parle de joueurs qui sont dans la force de l'âge. Novak qui est sur la fin de carrière, Kyrie qui est en plein prime. De quel sens? Je trouve que ça n'a aucun sens, que c'est absolument incohérent, qui se tirent une balle dans leur pied, et que voilà. Enfin, cette petite parenthèse sur le vaccin et sur le Covid était obligatoire et nécessaire. On était obligé d'en parler si on parle de l'Open d'Australie. J'aimerais qu'on parle des résultats de l'Open d'Australie désormais. Alors on n'a pas eu encore tous les 16e de finale. On a néanmoins quelques 8e de finale. On sait quels seront les 8e de finale, certains. Donc on a Gaël Monfils qui s'est qualifié en 16e de finale en gagnant contre Garin 3-7-0, 19e mondial, alors que Monfils est le 20e mondial. Donc il a gagné 7-6, 6-1, 6-3. C'est plutôt bon signe. Il va se retrouver en 8e de finale contre Kekmanovic, le Serbe, 77e mondial. Donc Monfils est favori, devrait gagner et se qualifier pour les quarts de finale. Ce serait la première fois qu'on le voit aussi loin à l'Open d'Australie, donc c'est assez notable. Un autre 8e de finale, on a Pablo Carreno Busta, le 21e mondial, qui s'est qualifié contre Matteo Berrettini, qui a gagné ce matin, et donc du coup ce sera le prochain 8e de finale. Alors Matteo Berrettini est 7e mondial, Carreno Busta 21e mondial, donc les deux adversaires se valent. Néanmoins Matteo Berrettini a un petit avantage, surtout qu'il vient de battre un Espagnol en la personne d'Alcaraz, donc il va retrouver à nouveau un Espagnol, donc il va peut-être se faire tous les Espagnols, et à mon avis ça doit le motiver. Et le 3e 8e de finale qu'on a pour le moment, c'est Alexander Zverev, le 3e mondial, qui jouera contre Shapovalov, le 14e mondial. Pour le moment on a que ces trois 8e de finale. Les autres 16e de finale sont en train de se jouer, donc on fera forcément un petit récap la semaine prochaine. En attendant, il n'y a pas vraiment de favori, du coup, vu que Novak Djokovic ne joue pas. On sait que le dur n'est pas la terre favorite de Nadal, donc tous les espoirs sont permis pour Gaël Monfils, pour Alexander Zverev, pour Dominic Thiem, pour tous les autres tennisman qui veulent remporter l'Open d'Australie, vu que le roi Djokovic n'est pas en place. Monfils, je pense pas qu'il gagnera. Il peut aller très loin. Il peut aller très loin. Ce serait beau tout de même de le voir en demi-finale ou en finale. Oui, en demi-finale. Lui qui est passé par plusieurs désillusions ces dernières années, et qui a besoin de victoire et a besoin d'un tournoi marquant justement pour relancer sa carrière. Et puis le tennis français a besoin quand même d'une star.
de tennismen à la hauteur. Exactement. Ce qui n'est plus le cas depuis un certain temps. Exactement. Ce qui n'est plus le cas depuis depuis des décennies et des décennies. Oh, peut-être pas des décennies. Moi, je dirais même des décennies parce que les Joe Wilfried Tsonga, même les Gaël Monfils à leur début de carrière ont été très prometteurs, mais n'ont jamais. C'est vrai. Voilà, et donc ils n'ont jamais réussi à faire des exploits à la hauteur de leur talent. Non. Donc c'est pour ça qu'on était toujours déçus entre blessures, désillusions, etc. Oui. Enfin bref, on a bien parlé de tennis. On se retrouve dans un instant pour parler du tournoi Destination et de l'équipe de France. Et après avoir parlé de tennis, d'Open d'Australie et de Novak Djokovic, du coup, qui ne participera pas. D'ailleurs, petite anecdote, on vient d'apprendre, c'est le Figaro Sport qui nous apprend que Novak Djokovic songe à réclamer 4,4 millions de dollars au gouvernement australien. Lui qui, du coup, suite à l'annulation de son visa et de son expulsion du territoire australien, le Serbe consulterait ses avocats dans le but d'intenter un procès au gouvernement des antipodes. Et donc, il réclame 4,4 millions de dollars. On rappelle que s'il avait gagné un 10e titre à Melbourne, il aurait remporté 3 millions de dollars. Donc, il y a peut-être corrélation. En tout cas, on va désormais parler du 15 de France et de rugby et le tournoi Destination qui approche à grands pas. Tournoi Destination qui débutera le 6 février. Alors, on a eu la liste des 42 joueurs qui a été dévoilée cette semaine. Avant qu'on parle un petit peu de la liste et qu'on parle du tournoi, je vais faire le calendrier du tournoi. On commence le 6 février du coup contre l'Italie, le match probablement le plus facile à domicile. Ensuite, on accueille l'Irlande. Donc le niveau se corse un petit peu, mais j'ai envie de dire que c'est crescendo, puisqu'ensuite on ira en Écosse, ensuite on va aller au Pays de Galles, puis on va recevoir l'Angleterre pour le dernier match. Donc les derniers matchs seront les plus intenses et les plus difficiles. En tout cas, sur la liste des 42 joueurs, on est resté plutôt stable. Les 7 nouveaux qui ont été accueillis contre les All Blacks ont été appelés à nouveau. On a sur les 42 joueurs, on a seulement 4 nouveaux qui n'ont aucune sélection. Donc parmi lesquels Tanga, Daniel Bibi Biziou, Léo Berdeux et Jules Favre. Les 38 autres sont déjà venus en équipe de France. Ils n'ont pas forcément une sélection, mais ils sont tous déjà venus en équipe de France. Donc, on reste sur la continuité. On a un groupe expérimenté, en même temps jeune. Alors, on a un blessé en Mathieu Jalibert qui est blessé à la cuisse, qui viendra probablement en cours de tournoi. Et on a le capitaine dont le nom m'échappe, qui n'est pas présent. Donc, du coup, ce sera Antoine Dupont, le capitaine, qui a été élu meilleur joueur de la saison. Donc on part tout de même avec certaines certitudes, j'ai envie de dire, des joueurs qui sont très très forts, très performants dans leur club, qui ont été également très performants en équipe de France. L'an dernier, on a fait un tournoi Destination de très 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 haute volée. On a perdu de peu de points face au Pays de Galles qui ont failli accomplir le Grand Chelem. Heureusement, ils ne l'ont pas fait, mais on a perdu de peu. Et depuis ce tournoi Destination magnifique, qui a été à mon avis fédérateur, on a eu des matchs très importants, comme celui contre les All Blacks, où on a remporté, on a fait fière allure. Qu'est-ce que tu penses de ce tournoi Destination qui va arriver là début février? Est-ce que tu penses qu'on a une chance? Qu'est-ce que ça annonce selon toi? Moi, je pense qu'il faut qu'on gagne le tournoi Destination et qu'on batte l'Angleterre. Parce que l'Angleterre est, à mon avis, une des équipes phares du rugby international et qui sera probablement parmi les 2 ou 3 favoris, avec la France, de ce championnat du monde. Donc, à mon sens, il faut à tout prix qu'on débute bien ce tournoi. Bon, je pense l'Italie, ce sera qu'une formalité. Quoique, les Italiens nous ont battus une fois, je crois. Ouais, ça doit remonter en tout cas quand ils nous ont battus, mais il y a une quinzaine d'années. À mon avis, le match contre l'Italie sera une véritable formalité parce que en défense, ils sont à la rue pour ne pas dire autre chose, et en attaque, c'est l'Italie, ça joue très gracieusement, j'ai envie de dire, de manière très élégante, ça se passe beaucoup de ballons, ça joue beaucoup au pied, mais c'est pas une équipe d'attaque, c'est pas une équipe de combat. Donc ça devrait être une formalité. Bon, l'Irlande, à mon avis, c'est davantage compliqué. C'est le niveau au-dessus, mais c'est quand même une équipe. C'est une équipe largement à notre portée. Déjà. Oui, et largement à notre portée. On a un effectif, à mon avis, beaucoup plus pléthorique, beaucoup plus talentueux et qui se connaît également depuis plus longtemps. Enfin, même si l'Irlande est une équipe vieillissante, mais je pense qu'on a l'avantage, et d'autant plus qu'on joue à domicile. À domicile. Bon, ensuite, on va aller en Écosse. Ensuite, oui, l'Écosse, c'est pareil. L'Écosse n'est pas connue pour être une nation exceptionnelle du rugby. Néanmoins, on sait que jouer sur les terres de l'Écosse est toujours difficile, qu'ils ont un public absolument fou et que c'est
pas toujours évident. Sur le dernier tournoi destination d'ailleurs, il me semble qu'ils nous avaient un petit peu ils nous ont malmenés. Ils nous ont un petit peu malmenés, on avait gagné, donc à mon avis le scénario peut se répéter, mais je vois tout de même une victoire française. Donc sur les 3 premiers matchs, on est plutôt d'accord qu'on devrait remporter les 3. On sait pas qu'on devrait, c'est qu'on doit remporter les 3. On doit remporter les 3 premiers matchs. Et puis ensuite, on a les 2 énormes rendez-vous. C'est difficile contre le Pays de Galles. Aller au Pays de Galles, moi c'est là où je pense. Qui ont toujours une équipe de forte, de très haut niveau. Et l'Angleterre aussi, quoi. Mais il me semble qu'il faut qu'on batte ces 2 équipes-là. À la limite, moi je préférerais qu'on perde contre l'Écosse. Ouais. Parce que bon, par contre, le Pays de Galles et l'Angleterre, il est important pour des raisons psychologiques qu'on gagne contre ces 2 équipes-là. Tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi, déjà parce que l'Angleterre, historiquement, c'est très important de gagner contre l'Angleterre en rugby. L'an dernier, on a gagné sur le tournoi destination et c'était un petit peu vécu comme un exploit. Donc il faut répéter cet exploit. D'ailleurs, vu que l'Angleterre est également une équipe très très jeune, une nouvelle génération qui arrive, très talentueuse. Oui. Donc il y a un petit peu le choc des générations qui se passe. D'un côté l'école française, de l'autre l'école anglaise. Il faudrait remporter cet affrontement. Moi, le rendez-vous qui va encore plus m'intéresser, c'est vraiment le match d'avant contre le Pays de Galles. Oui. L'an dernier, en tournoi destination, on a perdu. Assez sèchement d'ailleurs. C'était le match des espoirs. Il fallait qu'on remporte le match par plus de 18 points si on voulait remporter le tournoi destination. Et au final, on a perdu, je crois, de plus de 15 points. Donc ça va être un match très captivant, à mon avis, très intéressant. Et il faut qu'on le remporte par rapport à la désillusion de l'année précédente. Également, je suis d'accord avec toi, ces 2 matchs sont hyper importants en vue de la Coupe du Monde 2023. Coupe du Monde 2023 qu'on accueille d'ailleurs à domicile, qui se jouera en septembre 2023, qu'on commence le 8 septembre 2023 contre les All Blacks. Je pense que le match contre le Pays de Galles et le match contre l'Angleterre sont des matchs précurseurs de cette Coupe du Monde, et que si on gagne, il nous faut, entre guillemets, ce tournoi, il nous faut ces victoires très importantes qui nous permettront d'attaquer cette Coupe du Monde 2023 en toute confiance, sans avoir de questions à se poser, sans se dire oh là là, on est moins fort que l'Angleterre, moins fort que les Pays de Galles. Voilà, donc c'est important d'être la nation la plus forte en Europe. Et avant d'attaquer cette Coupe du Monde, où on le sait, on retrouve des mastodontes comme les All Blacks, l'Afrique du Sud, l'Australie, etc. Alors, il faut aussi reconnaître que la Coupe du Monde, ça se joue. Il faut avoir un banc assez important, parce qu'il y a quand même pas mal de matchs relativement rapprochés. Et la France a un effectif qui permet de faire des remplacements. Exactement. Ce qui n'est pas le cas forcément du Pays de Galles, qui a un effectif beaucoup moins pléthorique. Qui a 15 joueurs très très forts, mais moins de remplaçants en effet. Et l'Angleterre est un peu dans le même cas que nous, ils ont un effectif assez pléthorique. Donc moi je pense que puis ça se jouera chez nous, donc c'est quand même un autre cas de figure. Moi, je pense qu'on peut gagner la Coupe du Monde en 2023. Moi aussi, je pense. Je le souhaite. Alors, il faudra se méfier évidemment des All Blacks. En tout cas, le match qu'on a joué contre eux il y a 2 mois ou 1 mois désormais était très enrichissant, très prometteur en tout cas pour notre future Coupe du Monde. Le tournoi destination est un moyen de confirmer cet excellent match contre les All Blacks. Si on arrive à être aussi fort que ce qu'on a été sur le match contre les All Blacks sur 6 matchs face à des équipes moins fortes, puis des équipes très différentes comme le Pays de Galles, comme l'Angleterre qui sont très dures, à mon avis on pourra attaquer cette Coupe du Monde 2023 en se disant on a une chance de la remporter. Et puis je pense moi que pour la beauté du sport, il faudrait pas que les All Blacks gagnent tout, quoi. Parce que ça arrive un moment où les gens en auront marre. Tu as raison. Et donc, ce serait bien qu'on gagne cette Coupe du Monde. En plus, Coupe du Monde qu'on n'a jamais remportée. Avec le 15 de France, on a été 3 fois en finale pour 3 défaites. Ce serait bien pour une 4e. Déjà, ce serait bien qu'on aille une 4e fois en finale et qu'on remporte une première fois chez nous en plus. On a bien parlé de rugby. On se retrouve dans un instant pour parler de football avec la Coupe d'Afrique des Nations. Et à tout de suite. C'était Ready or Not de Fujis sur RCN. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté.
Et après avoir parlé de rugby, du 15 de France, du tournoi Destination et de la Coupe du Monde 2023, j'aimerais qu'on parle désormais de ballon rond et qu'on parle de football. Alors l'actualité en ce moment, c'est bien évidemment la Coupe d'Afrique des Nations qui bat son plein. Donc la phase de poule vient de se terminer. On a les qualifiés, on a les huitièmes de finale. Alors avant qu'on parle un petit peu de ce qui nous a marqué, etc., je vais juste dire les confrontations en huitièmes de finale qu'on aura. On va avoir le Burkina Faso qui affronte le Gabon, le Nigeria face à la Tunisie. Donc ça risque d'être un gros huitième de finale puisque c'est deux équipes qu'on attend loin. Le Sénégal face au Cap-Vert, le Mali face à la Guinée équatoriale, la Guinée face à la Gambie, le Cameroun face aux Comores, la Côte d'Ivoire face à l'Égypte et le Maroc face au Malawi. Alors, je sais pas si tu as suivi un peu la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que tu en as pensé, Daniel? J'ai suivi un petit peu la Coupe des Nations africaines. La première surprise, c'est l'élimination de l'Algérie. En plus, c'est une élimination catastrophique. S'ils n'ont pas gagné un match, ils sont derniers, je crois. Exactement. Ce qui est paradoxal, parce que ils étaient classés parmi les favoris. Alors, je ne sais pas si c'est un accident dû à ce tournoi-là, ou si c'est plus général, est-ce qu'il y a une baisse. Alors, c'est vrai que depuis un certain temps, on a moins de joueurs algériens qui jouent à haut niveau, en France ou ailleurs. Il y en a moins, beaucoup moins. Il y en a moins, c'est vrai. Voilà, quoi, je veux dire. Bon, par contre, j'ai été choqué un petit peu par quelques problèmes d'arbitrage qu'il y a eu, notamment avec la Tunisie et tout ça, le match avec la Tunisie. C'est un peu gênant pour le football. Et en plus, pour cette CAN qui prenait de l'ampleur depuis un certain temps, donc il ne faudrait pas que ça se perdure, parce que ça pourrait poser des problèmes pour la suite. Sinon, agréablement surpris par la Côte d'Ivoire, qui confirme son rôle de nation importante au niveau du football. Et moi, il me semble que le football africain progresse, globalement. Il progresse, et je ne serais pas étonné que dans les années à venir, en Coupe du Monde, qu'on ait des équipes africaines qui jouent les premiers rôles. Alors on a toujours en Coupe du Monde des équipes africaines qui sortent un petit peu du lot. Je pense notamment en 2010 par exemple, on a eu le Ghana qui a posé d'énormes problèmes à l'Allemagne et qui est arrivé jusqu'en quart de finale avec ce match exceptionnel contre l'Uruguay. On a le Nigeria, le Cameroun, on a le Nigeria en 2014 qui nous avait posé des problèmes à nous, à l'équipe de France. Les équipes africaines jouent toujours un rôle dans les Coupes du Monde. Je suis d'accord avec toi, le football africain est en ascension et en constante progression, déjà que ce soit au niveau des talents qu'ils proposent, mais aussi au niveau des clubs africains, de la structure, de la Coupe d'Afrique des Nations, là, parce qu'on a vu des Coupes d'Afrique des Nations qui sont nettement inférieures en termes de niveau de jeu. Là, on voit quand même des matchs qui sont agréables à regarder. Oui. Alors en effet, je suis d'accord avec toi. L'Algérie, c'est un scandale. Ils se retrouvent dans un groupe avec le Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Donc mis à part la Côte d'Ivoire, que des équipes dont ils sont largement au-dessus. Je rappelle un petit peu l'effectif algérien. On a des joueurs comme Riyad Mahrez, comme Ben Sebaini, on a Yassine Brahimi, Sofiane Feghouli, Raïs Mboli au gardien de but. Tout ça, c'était juste pour vous citer quelques-uns des joueurs, parce que on a une équipe algérienne normalement très talentueuse et au final, ils perdent 1-0 contre la Guinée équatoriale, 0-0 contre le Sierra Leone, 3-1 contre la Côte d'Ivoire. C'est une Coupe d'Afrique des Nations qui est tout bonnement catastrophique pour l'Algérie, et donc j'espère qu'ils se ressaisiront, parce que le peuple algérien avait beaucoup d'attentes sur cette compétition. Pareil que toi, satisfaction, j'ai eu le Maroc, on a également la Côte d'Ivoire qui du coup répond présent avec des joueurs comme Nicolas Pepe, Serge Aurier également, qui font une très bonne compétition. Si on se projette un petit peu là sur les huitièmes de finale, moi, je vois le Nigeria et la Tunisie en match très important. Je pense que le gagnant de ce match-là gagnera ensuite le gagnant de Burkina Faso-Gabon. Oui. Et donc, on devrait retrouver soit le Nigeria, soit la Tunisie en demi-finale. De l'autre côté, j'ai confiance en le Cameroun pour continuer à passer des tours. Là, ils jouent contre les Comores, puis ensuite ce sera soit la Guinée, soit la Gambie. Oui. Donc, encore une fois, je pense qu'on va les retrouver en demi-finale. Attention pour la Côte d'Ivoire qui affronte l'Égypte. L'Égypte de Mo Salah, on sait que c'est une équipe dont il faut se méfier.
Oui, peut-être. Donc ce sera intéressant à suivre. On a le Maroc également de l'autre côté qui affrontera le Malawi. Donc le quart de finale du Maroc, soit contre le Côte d'Ivoire, soit contre l'Égypte, si le Maroc remporte son match, risque d'être très intéressant. En attendant, parlons un petit peu de l'arbitrage que tu viens de mentionner. On a eu des séquences assez catastrophiques où on a des arbitres qui accordent 8, 16, 15 minutes de temps additionnel pour qu'une équipe égalise ou marque un but. De l'autre côté, on a des arbitres qui n'accordent aucun temps additionnel. Donc je trouve que je suis d'accord avec toi, ça renvoie une image assez moyenne, voilà, assez amatrice de l'arbitrage africain, et j'ai l'impression qu'il y a de la corruption dans l'air. C'est qu'il y a beaucoup d'argent sous la table et que tout ça sert pas énormément au football africain. Ça risque à mon avis de faire énormément de bruit, surtout que on a une Coupe du Monde au Qatar qui va se jouer dans un an, et que c'est pas super évident, quoi. Oui. Donc évidemment c'est à suivre, et si l'arbitrage africain continue de faire déception sur déception dans les phases finales, parce que là c'était les phases de poule, alors bien évidemment on va pas faire une hiérarchie phase finale phase de poule, c'est important d'arbitrer une compétition, de bien arbitrer une compétition du début à la fin. Néanmoins là les huitièmes de finale démarrent, j'espère qu'on va pas retrouver de séquences catastrophiques et litigieuses comme on a vu dans les phases de poule sur les phases finales. En tout cas c'était important de parler de la Coupe d'Afrique des Nations. On va se retrouver dans un instant pour les grands récits. On fera un point sur la carrière de Michael Jordan. C'était Démon de Angers, les dames sont sur RCN. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Et après avoir parlé de football, j'aimerais qu'on fasse cette petite partie en fin d'émission qu'on fait toujours, les grands récits, où je vous raconte un petit peu des petites histoires du sport qui m'ont marqué. J'aimerais parler de Michael Jordan, faire un petit point sur la carrière de Michael Jordan, parce qu'aujourd'hui on voit des jeunes mettre des Jordan de partout, des Jordan, de la Jordan 1 à la Jordan 15. C'est vraiment une sneaker qui est prédominante, mais personne ne connaît réellement l'histoire de Jordan. Alors Daniel, avant de faire un petit point sur sa carrière, je voulais te demander, qu'est-ce que ça t'évoque toi, Michael Jordan? Ça m'évoque quand même un très grand joueur, probablement un des meilleurs de tous les temps, oui, du monde, quoi, je veux dire, qui a eu une renommée internationale assez importante, parce que c'est vrai qu'il y a eu d'autres joueurs qui étaient bons, mais dont on a peu parlé, alors que Jordan, c'est une icône, à mon avis, c'est une icône. Exactement, c'est une icône, c'est lui qui impulse la révolution de la NBA, c'est lui qui fait que la NBA sera connue internationalement et qui va la mettre à la mode. On a Magic Johnson et Larry Bird qui vont faire connaître la NBA dans les États-Unis, qui vont faire de la NBA un sport regardé de partout. Michael Jordan sera celui qui va faire connaître la NBA dans le monde entier, parce que Jordan est une véritable marque. Moi, ce que je veux dire lorsque je parle de Jordan, c'est encore plus du côté iconique, encore plus du côté marque, modèle, etc., superstar. C'est vraiment le champion que j'ai envie de mettre en valeur. On a un athlète absolument hors norme qui arrive en NBA en 1984. Au début, il y a un peu des questions sur sa capacité à faire gagner une équipe. C'est pour ça que Houston va notamment drafter Hakeem Olajuwon en 1, parce que c'est un pivot qui fait 2m16 et qu'on se dit, de toute façon, on privilégie un pivot de 2m16 à un arrière de 2m1. D'ailleurs, je crois qu'il fait un 1,99 Jordan, mais du coup, il arrive en 84 à Chicago, et au début, on voit un soliste absolument exceptionnel qui fait exploit sur exploit, mais qui est dans des exploits individuels et qui au début perd. On est exactement dans le summum de l'individualisme en basket, et on voit que ça ne gagne pas. Et puis ensuite, on a Phil Jackson, le Zen Master, qui va arriver au poste de coaching, Scottie Pippen, son coéquipier, qui va se faire drafter, et dès la saison 90, Michael Jordan va remporter son premier titre. En 90, 91 puis 92, il remporte ses trois premiers titres, un free pitch, ce qui n'est jamais arrivé, ce qui arrive très peu de fois, ce qui est arrivé très peu de fois dans l'histoire de la NBA. Là, son père décède, se fait assassiner dans la rue, ce qui est particulièrement marquant pour lui parce qu'il est très très proche de son père. À ce moment-là, Michael Jordan, alors qu'il est en plein prime, décide de prendre sa retraite. Il va s'isoler des terrains et aller faire du baseball pendant 2 ans, et au final il va revenir
en disant I'm back. Et lorsqu'il va revenir, il va gagner tout simplement 3 titres d'affilée. Donc il gagne 3 titres avant de prendre sa retraite, il gagne 3 titres après sa retraite, il va reprendre sa retraite, une deuxième retraite après ces 3 titres-là. D'ailleurs, ce qui est beau, c'est que son premier titre depuis son retour, il le gagne le jour de la fête des pères, et son dernier titre, il le gagne également le jour de la fête des pères. Donc c'est exceptionnel. On a également ce shoot à la fin contre Utah qui est the shot. Ce qui est miraculeux avec Jordan, c'est le côté iconique, comme tu l'as mentionné, mais également la mentalité de champion et tous les exploits qui vont avec. Alors, si je voulais parler de Jordan, il faudrait que je fasse une émission entière. Bien évidemment, on n'a pas le temps. C'était pour faire un grand récit. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette émission de sport et de vous proposer tous ces contenus. On a parlé de football, de rugby, on a parlé de basket et d'actualité également. Je suis très heureux. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau grand récit. Cette fois-ci, peut-être pour vous parler de Kobe Bryant et peut-être pas de Michael Jordan, et pour vous refaire un point sur la Coupe d'Afrique des Nations et toutes les actualités qu'on a laissées en suspens. Daniel, un petit mot pour la fin? Je voulais intervenir sur l'équipe de France de handball qui dispute masculine, qui dispute les championnats d'Europe et qui ont gagné leurs 4 premiers matchs très facilement. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé et ça vaut de l'étoile. Bon, c'est de bon augure pour la suite. Ouais. Bon, on se retrouvera lundi dans Coup de sifflet pour en parler. Voilà. Et voilà. À bientôt l'équipe. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org